איש אשר נשאו ליבו, כל אשר נברא רוחו איתו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו. Le pasuk donc nous ramène ici comment dire, la parole de la Torah qui explique qu'on appelle ces gens-là qui se sont occupés du Mishkan Nesao Libo. Nesao Libo. Kol ish asher Nesao Libo. Et là, le Ramban s'arrête pour expliquer c'est quoi cette notion de Nesao Libo, élévation du cœur. Il y a ceux qui ont eu une élévation du cœur. Qu'est-ce que c'est Magdir? C'est-à-dire, comment on comprend ça? C'est-à-dire qu'on parle ici de bonhommes, Kaviachol, qui n'avaient aucune notion de ce que peut représenter le travail du Mishkan, aucun apprentissage pour savoir comment on doit fabriquer les poutres, comment on doit positionner. Il faut être ingénieur en construction pour savoir comment. C'est des choses précises, des mesures précises de rouler. Aucune notion, rien du tout. On parle d'avadim, on parle d'esclaves, qu'on fait un parcours qui n'a rien à voir avec tout ce qui représente la technologie et toutes ces choses-là. Et Bola-Olam, il dit comme ça. Bola-Olam, il dit à Moshe Rabbeinu, trouve-moi des gens chez Nesao Libam. Voilà le point, la chose que Hachem demande comme critère de sélection. Nesao Libam. Ceux que leur cœur les porte. Voilà ce que demande Hachem. Alors, ok, mais attends, mais si le bonhomme ne sait pas faire le métier, il ne sait pas tenir un marteau, il ne sait pas mesurer une dimension, il ne sait pas calculer une mesure pour savoir combien de masse volumique il faut là et combien de poids il faut là. En ayant simplement élévation du cœur, ça suffit. À cause il dit oui. Avec élévation du cœur, ça suffit. C'est quoi élévation du cœur? L'élévation du cœur, à Botaï, c'est la force qu'Hachem a donnée dans la nature de l'homme. C'est naturel chez l'homme. C'est pas une force que tu dois inventer. Elle existe naturellement chez l'homme. C'est la force de s'affronter aux difficultés de la vie. La vie représente des difficultés diverses dans tous les domaines. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans l'éducation des enfants, ça peut être dans la communauté, ça peut être dans la chevra, ça peut être dans diverses choses, dans plein de choses dans la vie comme ça. Un homme rencontre des difficultés. Il y a deux réactions devant difficulté. Il y a la réaction du bonhomme qui va te dire « je ne sais pas faire, je ne sais pas m'y prendre, là je ne sais pas quoi faire ». Il ne ment pas, il a raison, il ne sait pas faire. Il ne sait pas comment s'y prendre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Il a un problème de chinois avec les enfants, il a un enfant qui est en train de lui péter dans les mains, je ne sais pas faire. Il est honnête avec lui, mais il dit « je ne sais pas faire. Je suis papa, c'est vrai que je ne fais rien, j'ai des enfants, mais je ne sais pas comment faire. Non. Je suis désarmé. » Ou alors, un problème dans son travail. Sa boîte est en train de basculer. On dit, nous, on reprend les choses en main. On reprend le volant. Je ne sais pas faire. Je ne contrôle plus. Et comme ça, des situations comme ça diverses, où le bonhomme Kaviachol perd le contrôle. On aurait tendance à croire et de se dire, wow, il faut vite lui mettre quelqu'un à côté, il faut mettre un partenaire, quelqu'un, un coéquipier qui va le soutenir, qui va l'aider, le rouler. La Torah, la Torah vient nous dire, en fait, Aliba Dehemet, en vérité, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'Hachem a donné à chaque homme, par rapport au parcours de la vie qu'il aura, qui est prévu à l'avance. Parce que Hachem, le parcours de la vie que tu as, c'est un parcours qui était prévu. C'est pas un film qu'on est en train d'improviser maintenant. C'est un scénario, il y a un film, où il y a un metteur en scène, il y a un bonhomme qui a fabriqué ce film. C'est-à-dire ta vie, c'est ton film. Et ton film, il a été prévu déjà à l'avance. Comme si tu veux maintenant comme ça. C'est un bonhomme qui a fait un film, ouais. Et donc il regarde maintenant le tournage du film. Il intervient. Alors il arrête. Non, pas comme ça. Refais la scène. Toi, pas comme ça. Refais comme ça. Maintenant, imagine-vous qu'il y a quelqu'un à côté, il arrête. Il dit, mais je comprends pas, mais de quoi tu te mets, toi? De quoi tu te permets de dire pas comme ça, pas comme ça? Mais c'est moi qui fais le film. Je sais ce que je veux. Je sais comment ça doit se passer. Bon, alors là, c'est pareil. Quand il t'a amené dans ce monde, Hachem a tourné ton film. Hachem sait exactement par où tu dois passer et comment ça doit se passer. Ton film, Hachem le connaît. Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il t'a donné tous les moyens qu'il fallait pour être matzliar dans ton film, pour réussir à fond dans ton film. Il t'a donné tous les moyens. Non, la difficulté qu'il y a, c'est que le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait abstraction de tes moyens. Il fait en sorte de te faire peur. La vie te fait peur, la vie te balade, la vie te fait zigzaguer, tu te perds dans la vie. Et à cause de ça, tu perds tes moyens. Ces moyens, tu les as. Pour arriver à retrouver ces moyens, qu'est-ce qu'il faut? Mais ça, au niveau, s'affronter. S'affronter sans avoir peur. J'ai ça devant moi, je m'affronte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas t'affronter. Si tu n'as pas appris, tu vas savoir? Oui. Parce que c'est naturel chez moi. C'est forge de moi. Betsalel y entend de Moshe Rabbeinu, il me faut des bonhommes pour construire le Mishkan. Personne ne sait faire le Mishkan. Minesa Olivo, qui a élévation du cœur de faire ça?
Qui est prêt à s'affronter? Mais ça, il arrive, dis-moi. Je le regarde, il dit, mais comment tu vas faire? Je vais trouver les moyens. C'est bon, alors là, il demande. Il demande quelqu'un qui est prêt à s'affronter. Moi, je suis prêt à m'affronter. Et Hachem lui donne les corottes, il lui donne les forces, il lui donne les corottes, il lui donne tous les éléments qui sont nécessaires pour arriver à atteindre la chose. Et comme ça, un homme, il arrive en bataille à monter. Aucun Shulchan Aruch n'écrit les halachot, comment on doit se comporter pour réussir à devenir un gadol. Aucun Shulchan Aruch n'écrit les halachot, comment on doit faire pour réussir dans le chinour. Il n'y a pas de halachot de chinour. Aucun Shulchan Aruch n'écrit les halachot concernant les anagot qu'on doit avoir au niveau du shalom bayit. Aucun Shulchan Aruch écrit des halachot concernant Ben Adam Lahaver au niveau du comportement. Aucune halachot ne sont écrits là. C'est la halachot les plus importantes. C'est la halachot qui sont le halef de la vie pour pas te casser la figure. Comment? Shulchan Aruch, il a parlé comment il ne faut pas mélanger le lait et la viande. C'est important, Badaï, c'est important. Mais c'est encore plus important de savoir comment on se comporte dans son couple, comment on se comporte avec ses enfants, comment on se comporte dans la chevra, il y a des choses plus importantes quand même. Pourquoi c'est pas écrit? Le Baruch Hu, il répond à ça, il dit, pas besoin d'écrire. L'homme sait faire. L'homme a ses cochons, il les a en lui, ils sont naturels en lui. Donc on n'écrit pas des choses que tu as naturellement en toi. C'est comme si je me ferais de la route qu'il faut respirer pour pas t'étouffer. Il n'y a pas besoin d'écrire, c'est pas dire que tu vas respirer. Pourquoi? Parce que s'il y a en moi, là c'est pareil. Les cochons, tu les as. Simplement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'affronter. La baya, c'est qu'on vit dans une société d'assister. Comment? Une société où on t'assiste. On te donne l'impression qu'on viendra à ton secours. On t'aidera. Il y a la sécu, il y a les assistances sociales. Assistance sociale. C'est l'assistance des gens fatigués. Assistance sociale. Bouge-toi, remue-toi un petit peu. Casse la table, casse les murs. C'est l'assistance sociale. L'assistance sociale, c'est pour les malades. Ça te rend encore plus malade qu'avant. Qu'est-ce qu'il faut? Casse les murs. Traverse le mur s'il faut. Mais il y a un mur. Depuis quand un mur doit arrêter? Je sais pas, moi, un mur, c'est comme ça, non? Ouais, c'est ce qu'on t'a expliqué, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien d'autorité dans la vie. Et ça, à Botaï, c'est la règle, qui est la règle de ce qu'on appelle Nessao Libo. Nessao. Et ça, Shlomo Meler, il nous explique ça dans son Sefer Kohelet. Dans son Sefer Kohelet, il dit comme ça, Shlomo Meler. Il ramène un machal nifla, qui est le machal fondamental pour expliquer ce que je suis en train de dire. Il dit comme ça. L'air Hatzel et Tzalanemala, l'ilmod mimena, er latset mi'atzlut. Il dit comme ça. Va le feignant chez la fourmi, pour apprendre de la fourmi comment sortir de ta assout. Il explique Shlomo Meler que la assout, qu'est la maladie commune à tous les hommes. Ouais. En fait, n'est ni plus ni moins que chiflout. Assout, Rabotai, c'est en fait le terme caché de chiflout. C'est pour pas dire chafel, alors je te dis tchahatsel. C'est une façon sympa de te dire les choses. Tu es feignant quand même, hein. Pour pas te dire que tu es une serpillière. Comment? Pour pas te dire que tu es une serpillière, je te dis que tu es feignant. C'est un mot plus classe, quoi. Mais on peut dire que tu es une serpillière. Vous allez comprendre le rapport. Attends, quel rapport? Je suis feignant, c'est une chose. Mais reconnaissez, monsieur le rabbin, que j'ai quand même un potentiel. Ouais, j'ai un potentiel. Dites-moi au moins, il a un potentiel. Seulement, il est feignant. C'est un peu mieux. Ouais, dans un carnet de notes, ça passe mieux. Mais moi, je tourne dans un carnet de notes, je ne marque pas un potentiel, il peut. Je marque quoi? Serpillière. C'est-à-dire, c'est shfafa, ouais, chiffon. Et ça va fraquer une rabotaille. Il ne disait pas feignant. Lui disait schmate, chiffon. Comme ça. Quand il était énervé, il n'avait pas d'autres mots. Il ne sait pas parler. Qu'est-ce qu'il disait? Bande de chiffons. Et encore même ce qu'il voulait. C'est quoi chiffon? Vous pouvez répondre moi le chiffon. Chiffon, ça nettoie. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut avec le chiffon. En fait, le chiffon, c'est ce qui sert à nettoyer les ordures. Tu vois, quand je cherche quelque chose pour nettoyer une surface sale, qu'est-ce que je cherche? Un chiffon. Je ne vais pas prendre la serviette de toilette pour nettoyer un sale. Pourquoi? Elle est trop classe. La serviette de toilette, c'est pour mon visage. Je ne vais pas prendre mon chapeau pour Salino pour nettoyer une surface. C'est mon chapeau, c'est probable. C'est autre chose. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher le Kéli le plus mouchpal, le plus chafel qui existe dans la mitzvah du monde pour faire avec lui ce qu'il mérite qu'on fait avec lui. C'est-à-dire ramasser les ordures. Comment ça s'appelle ça? Chiffon. Voilà. Donc un fakir, quand il voyait des bonhommes qui traînaient dans les poubelles, entre guillemets, ouais, il nous appelait chiffon. Tiens, chiffon. C'est la définition. Maintenant, Shlomo Meler nous explique que chiffon, c'est quoi? C'est en fait feignant. En fait, feignant, ouais, c'est un dérivé de la chiffonnerie. C'est un dérivé du chiffon. Alors, on va expliquer le rapport. Regarde ça, c'est puissant.
Shlomo a dit comme ça, on va prendre l'animal. Alors on prend l'animal. L'animal, elle vit 6 mois, pas plus. C'est-à-dire durée de vie, 6 mois. Elle ne vit pas plus que ça. Au bout de 6 mois, si tu repères une némala et tu lui mets un genre de ultrasonde pour la repérer, ouais, partout, c'est pas tout. Si tu sais combien de temps elle va vivre, au bout de 6 mois, tu fais. Et sa vie est arrêtée. Ouais, tu la vois, tu la bouges plus. On l'a pas écrasée, rien du tout. 6 mois, elle est morte. Et elle mange combien? C'est quoi sa quantité de nourriture pour 6 mois? Chita vahiti. 1 grain de blé et demi. Ouais, avec ça, elle tient 6 mois. Donc tu prends une fourmi, tu la mets dans une boîte d'allumettes, bien fermée, ouais. Tu lui mets 1 grain de blé et demi, elle va tenir en vie pendant 6 mois. Bon, tu fais un petit trou pour qu'il y ait de l'air, plus petit qu'elle pour qu'elle soit pas par là-bas, ouais. Et donc elle va vivre pendant 6 mois. Bien fait. Maintenant, il dit là-bas, il dit comme ça. On va aller voir en Archénami maintenant la fourmi, ce qu'elle fait en réalité. Parce que la fourmi, elle est connue comme être l'exemple qu'on prend pour dire le travailleur. C'est une travailleuse. Et là-bas, on voit que quoi? Qu'elle fait des trous sous la terre. Des trous où il y a là-bas 3 étages. C'est une analyse qu'il a fait Shlomo Ameler. Ouais. Il n'a pas attendu les sciences et vie ou je sais pas, les trucs géographiques, les émissions des animaux. Lui, il a fait les études. 3 étages. Ces 3 étages sont là pourquoi? Parce que la fourmi sait que si elle met la nourriture trop bas, il y a les vers de terre qui viennent et qui lui mangent tout. Si elle met trop haut, il y a l'humidité qui abîme tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un étage vide en haut, un étage vide en bas, et un étage au milieu où elle met là-bas la nourriture. Et cette nourriture, c'est quoi? Ben, c'est tout le blé qu'elle ramasse. Très bien. Combien elle va ramasser? Tout ça va faire pour 1 grain de blé et demi. C'est-à-dire qu'elle va faire en fait la tour Montparnasse, ouais, avec les étages d'en haut, les étages d'en bas, tout ça pourquoi? Pour emmagasiner 1 grain et demi. C'est un problème. Non. Après, il dit comme ça, qu'une fois, ils sont partis à Jérusalem. Ils ont ouvert un bord de fourmis. Ils ont trouvé là-bas 300 cours de blé. Vous savez, c'est 300 cours de blé? C'est des tonnes de blé. De quoi vivre pour une fourmi, c'est-à-dire 1 million d'années. Très bien. Alors, Shlomo Ameler, il pose une couche à Souma. Il dit, Madame la fourmi, d'accord? Arrête, tu sais très bien que tu vis que 6 mois. Très bien. Si tu vis que 6 mois, pourquoi tu emmagasines comme ça, hein, ouais, 300 cours de blé, qui représentent des tonnes de blé? Pourquoi faire tout ça? Qu'est-ce qu'elle répond à la fourmi? Parce que Be'ezrat Hashem, quand Hashem va voir que j'ai mis tellement de blé de côté, il m'allongera ma vie. Comme ça, elle répond à la fourmi. Vous savez que Shlomo Ameler, il savait parler aux animaux. Les animaux, il lui répondait. Donc, il connaissait le langage des animaux. Donc la fourmi lui a expliqué qu'elle fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle se dit certainement qu'Hachem, en me voyant m'investir tellement et croire tellement à la durée de vie que je mérite d'avoir, il me donnera une longue vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Nesa'a liba. Elle a une élévation du cœur qui dépasse la mitzvah de la vie, qui est 6 mois, les besoins de la vie qui sont 1 grain et demi, elle dépasse tout ça. Elle dit, je ne vais pas vivre comme un être qui vit 6 mois. Je ne vais pas me limiter comme un être qui a besoin que d'1 grain et demi. Je vais vivre comme quelqu'un qui doit vivre 1 million d'années et qui a besoin de tonnes de blé. Tu veux dire qu'un 9 kamina, tu es folle. À quoi ça te sert tout ça? À quoi ça me sert? Ça me sert sans alcool à être Nessa au Libo. Nessa au Libo. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que dans la vie, tu ne dois pas être un courlino. Tu vois, en métro, boulot, dodo. Chauffeur de métro, c'est Mazé Garibran, du jus, après pas de côté, dans le sens, au lieu de chercher 40 chez lui, voilà, il a fini sa vie. On n'est pas ça, vous savez. C'est, comme je dis toujours, je le dis toujours en Moussa, c'est ou bien tu es un gadol, ouais, ou bien tu es un milliardaire. Sinon, tu as loupé ta vie. Non, va vendre des chaussures, va vendre des pastèques à Mahaniuda, ouais, te prends pas la tête, c'est dommage de te fatiguer à conduire des métros pour si peu de choses. Donc, Am Israël Rabotai, c'est un produit de très haut niveau. C'est pas un produit de sous-baisse ou guimel. C'est un produit de très haut niveau. Ce produit de très haut niveau, on lui a donné une Torah qui est de très haut niveau. Par rapport à ce qu'on lui a donné, tu comprends un petit peu à qui on a fait. On ne peut pas donner à Koshbo, il ne peut pas donner sa Chochma Ilokit, Rabotai. Chochma Ilokit. C'était juste pour te donner un peu de culture. Je te donne des bouquins comme j'ai donné au Goïm. Des bouquins, il va passer longtemps comme ça, à tourner dans les mathématiques, dans les trucs collés. Des choses simples. Des choses qu'on donne aux GAN, pour les enfants aux GAN, pour s'entretenir, pour qu'ils s'ennuient pas là-bas. Ben toi, en Israël, je t'ai donné ma chokhma, la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, chokhma Elokit. C'est-à-dire un peu, imagine-toi un petit peu le niveau que tu as. Donc, quand toi maintenant tu arrives à l'Yeshiva, quand je dis l'Yeshiva, c'est parce que ça vous concerne. Tu arrives à l'Yeshiva. Et qu'à l'Yeshiva, le programme de l'Yeshiva ne t'a pas amené à croire que tu peux devenir un Talmid Chacham. Ça t'a pas amené à ça. C'est-à-dire, tu restes une fourmi qui va vivre
6 mois, et qui va se contenter d'un grain et demi. J'ai pas réussi à relever le challenge avec toi. J'ai pas réussi à te rendre une fourmi ambitieuse. C'est ainsi une fourmi, chiffon. Donc c'est ça l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, c'est ça. C'est où tu restes un chiffon, et tu vivras comme un chiffon. Ou bien tu deviens ambitieux, et à ce moment-là, tu exploses. C'était le bras de fer de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva à Botaï, il était jardinier. Il aurait pu finir jardinier. Il avait 40 ans déjà. Ça y est, sa vie elle est faite. À 40 ans, qu'est-ce qu'il peut espérer? Rien du tout. Puis Tom, Rachel, qui est la fille de Kalba Saboua, elle le trouve bien. Et elle lui dit, je suis prêt à marier avec toi, mais attention, c'est pas sans concession. Elle n'est pas folle. C'est pas par amour qu'elle va se marier avec un teubé. Elle n'est pas Mahaboulat qu'elle est là. Elle est Rama. Alors lui dit, alors qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Je suis un jardinier, je ne peux rien payer, je n'ai pas les moyens. Il dit, ce qui m'intéresse chez toi, c'est ton potentiel. J'ai vu que tu as un potentiel. Seulement, je veux entendre si c'est vrai. Je veux faire un test. Il dit, c'est quoi le test? Je veux que tu deviennes le Gadol Hador. Il n'a pas dit, tu deviennes le rabbin de la victoire, le rabbin du 19e, ou le rabbin, je ne sais pas moi, des synagogues qui à Paris. C'est déjà pas mal, oh, pour un jardinier. Il ne va pas faire la jardinier, le rabbin. Il va lire la paracha, il va lire l'Aftara, il va lire Hazak ou Baruch, il va faire Miché Berach, il va faire les ashkabot, ouais, Amerhem ou Yahem, Alahouz, Yahoum, Yahmer, Allah, les Fécham, voilà, c'est bien, c'est que ça. Il fait le Kaddish, par exemple. Le Kaddish, petite Kabbale, il est chez Lama, il va faire des cours sur la Sidara de la semaine, où il va expliquer qu'est-ce qu'il a dit Rashi par rapport au Pasouk, et des choses comme ça, par exemple. C'est pas mal. Il va s'asseoir avec les gens, faire Souda Shishit, il va manger des clémentines, il fera la Bracha Rishona, Bracha Harona, et voilà sa vie. Et Rabbi Akiva, rien que de devenir ça va être une ambition pour lui. Elle lui dit non, tu deviens le Gadol Hador. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est en train de le rendre fou, quoi. Tu sais, un bonhomme comme ça, il peut finir Mahaboul. Il est jardinier, il a 40 ans, sa vie, à 40 ans, jardinier, on ne s'intéresse plus à lui, c'est fini. C'est un cas de la société. On appelle ça le cas de la société. Ouais. Elle vient, la fille de Kalba Saboua, une beauté, un avion de chasse, jeune, pimpante, fraîche, mais convoitée par le monde entier. Ils font la queue, tous les deux boutons, comme ça, avec les fracs. Ouais. Ils font la queue pour se marier avec la fille de Kalba Saboua. Elle a les meilleures parties pour elle. Et elle ne veut pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors tu vas me dire, non, parce qu'elle est folle. Non. J'ai compris. Parce qu'en fait elle-même, c'est un chiffon. En fait, c'est une fourmi de 6 mois et d'un blé et demi. Donc c'est normal. Donc elle s'intéresse à ce qui est comme elle. Chiffon. C'est-à-dire, fourmi de 6 mois et un blé et demi. Pas du tout. J'ai rien compris. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'elle veut alors? Elle veut le Gadol Hador. Alors je comprends plus rien. Si elle veut le Gadol Hador, c'est plus proche de Gadol Hador avec ces bonhommes-là qui sont déjà au milieu de la montagne, oui, que celui-là qui est 20 milieux sous les mers. Parce qu'il n'est même pas au niveau de la terre, lui encore. Tu comprends? Si tu prends un bonhomme au milieu de la terre, déjà tu es loin. Parce que l'autre, il a pris d'avance déjà. Il est au milieu de l'Everest, de l'Himalaya, ouais. Il est déjà là-bas, dans la course. Toi, tu es en bas de la montagne, et tu veux faire le pari maintenant, tu vas gagner la course. Mais même s'il avance comme une limace, la hole, oui, la hole, peut-être qu'il va arriver avant toi. Je compte le nombre de kilomètres carrés et la montagne qu'il y a ici, tu rigoles ou quoi? Maintenant, quand le Sheken, s'il est 20 milieux sous les mers, attends qu'il sort la tête d'abord de la terre. Il est encore sous la terre là-bas encore, en train de... comme une taupe, ouais, et là, il est en train de monter la montagne. Tu dis, mais tu es fou ou quoi? Dis-moi, Rachel, tu réfléchis un petit peu, qu'est-ce que ça dans la tête? Une banane ou quoi? Réfléchis un petit peu avec ta tête. Comment tu peux faire une erreur pareille? Une erreur de stratégie qui va être mortelle pour toi? Parce que tu dis que tu veux un Gadol Hador. Si tu me disais que tu veux une petite fourmi d'un grain et demi, ok, c'est bon. Tu as pris le bon numéro. Alors tu ne peux pas mieux. C'est le plus gros tocard de la terre, tu l'as pris, ça. Alors là, tu ne peux pas mieux. Si tu voulais taper un tocard, alors tu as bien choisi. Mais si tu me dis non, je veux le champion du monde, tu as un problème. Attends, après, il y a un problème. Je comprends son père. Son père, il est en train de devenir fou avec elle. Elle est devenue folle. Mais en fait, elle n'est pas folle. Elle est très forte. Elle n'est pas forte, elle est très forte. Parce qu'en fait, elle ne se laisse pas, comment dire, embobiner ou embarquer par les maquillages des fracs et par les embours, comment dire, tape à l'œil. Elle regarde comme un scanner. Regarde le vrai potentiel. Et elle a vu chez Rabbi Akiva un vrai potentiel. Maintenant, elle se dit, bon, il a un potentiel, c'est vrai, mais s'il n'utilise pas, à quoi ça sert? Donc elle attrape, elle le met en challenge avec lui-même. Et lui, il sait qu'il ne peut pas rigoler parce qu'il a compris qui c'est qu'il est en face de lui. Elle lui dit, là, je suis prêt à me marier avec toi. Une proposition comme ça ne peut pas être une blague, on ne plaisante pas là. Là, il a compris qu'on ne peut pas plaisanter.
à condition que tu deviens le gadol là. C'est la partie, c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Une chose, mais ça au niveau. Pourquoi? Parce que l'âge, impossible. Le parcours, impossible. Niveau, impossible. Tout impossible. C'est une mission impossible. Voilà, mission impossible. Mais c'est la vraie mission impossible, pas le dos qu'ils nous font dans les films là-bas. En fin de compte, c'était hyper facile. En fait, là, c'est une mission vraiment impossible. Et Rabbi Akiva, dans cette mission vraiment impossible, il n'a qu'une chance de s'en sortir. Et elle existe cette chance. C'est quoi? Le Saolibo. C'est là, je vais m'affronter. Et Rabbi Akiva, il relève le défi. Mais attention, il ne sait pas qu'il a pris un raccourci. Non, il a pris la bourre, Rabbi, il était même sous la terre, il est en train de monter comme une taupe, il va monter dans la montagne. Et ce que tu croyais pas est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Gadol Ado. Rabbi Akiva, le jardinier de 40 ans, est devenu Gadol Ado. 24 000 élèves. Il revient raboter comme un ménère sur un char. Avec ses élèves, c'est pareil, ils sont en train de marcher comme des légionnaires. Des légionnaires de la Torah. En train de marcher devant lui comme ça, avec des giborim. Qu'ils ont la Torah dans leur tête, rabotaï. Ce sont des siffrés Torah qui marchent. Et lui sur le char, en train d'avancer. Et la foule, en train de les accueillir. Qui en accueille ici? Rabbi Akiva, le jardinier, qui est devenu le Gadol Ado. Et la foule comme ça. Et Rachel, elle est jetée dans la foule, la pauvre. Elle n'arrive pas à se frayer un chemin pour arriver là-bas. On va faire des épaules. C'est une petite femme, la pauvre, elle est là comme ça, après tant de temps qu'elle n'a pas vu son mari. 24 ans qu'elle n'a pas vu son mari à Botaï. Comme ça, elle veut le voir. Et Rabbi Akiva, avec ses yeux perçants, d'aigle. L'aigle, il est à 100 km, quand j'exagère. 100 km. Il voit en bas un petit mouton comme ça. C'est du. Il a repéré. C'est fini le mot. Tu vas dire, il va peut-être se sauver? Impossible. Ça y est. C'est le standard. Kadish. C'est même pas la peine de rêver. De loin, il voit après. Il saute du char. Il avance, quel cria, tient le souffle. Tout le monde s'égare comme ça. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Akiva? On a peur sur le Gadol Ado. Il fait peur, Rabbi Akiva. C'est un phénomène, c'est un monstre de Torah. Il avance vers Rachel. Il montre. Toute sa Torah, c'est grâce à elle. C'est quoi grâce à elle? Elle m'a donné la force de m'affronter. C'est ça, un bon truc. Donc, c'est-à-dire que tout le sod, pour pouvoir espérer devenir quelque chose dans la vie, c'est s'affronter. Tu n'es pas prêt à t'affronter. Tiens, chfafa, tiens, chiffon, tiens, chmater, on te met pour nettoyer les poubelles. Voilà. Tu veux devenir quelque chose? Il faut tirer vers l'eau. Mais tirer vers l'eau, rabotaille, avec une force, qui soit rabotaille, mais impossible d'imaginer le contraire quand on te voit. Trop déterminé, trop sûr de lui, trop engagé, trop, comment dire, déterminé d'aller jusqu'au bout de ses corps. Et celui-là, il n'a rien à mis. C'est signé, c'est garanti qu'il réussira. Sans cela, c'est même pas la peine. C'est la fourmi. Ça serait une fourmi, 6 mois, 1,5 grain. Voilà, ça serait là. Pour arriver là-bas, c'est un autre niveau à voter. Regardez ce qu'on dit. David Améler voulait construire le Beth Amikdash. Hachem, il lui fait savoir, non, tu ne peux pas construire. Tu as fait des guerres, Shafar Tadamim, ce n'est pas tes mains qui peuvent construire le Beth Amikdash. C'est quelqu'un d'autre qui va le construire. David Améler, il connaît la loi. La loi, elle est que le Beth Amikdash ne peut être reconstruit que si j'ai l'ordre du Navi. Tant que le Navi ne me donne pas l'ordre et le hockey de construire le temple, je ne peux pas le construire. C'est un sourd. C'est un sourd d'Oraïta. Il faut qu'il ait l'ordre du Navi. David Améler, qu'est-ce qu'il fait? Incroyable mais vrai. Il met déjà en place et en œuvre tout ce qu'il faut faire pour construire le temple. Alors que le Navi n'a rien dit. Le Navi n'a pas parlé. Il met tout en œuvre. Tout le monde se pose la question. Mais c'est un rebelle. Je comprends pas. Il fait la guerre même contre Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette histoire? Tu fais la guerre contre tout le monde? Tu es en train Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'as pas reçu l'ordre du Navi. Tiens-toi à carreau, bouge pas. Attends que le Navi donne l'ordre. Il s'y donne pas l'ordre. Ben c'est pas toi. Jusqu'à qu'il a fallu qu'Hachem il intervienne auprès de David et qu'il lui dise, David, c'est pas toi qui dois reconstruire le temple. C'est pas toi qui vas le reconstruire. Il arrête. Il arrête, et tout le monde se pose la question. Mais David Améler, il savait pas ça qu'il faut le Navi pour lui dire de construire? Et que tant qu'il n'a pas eu l'ordre du Navi, c'est qu'Hachem ne veut pas encore. Alors pourquoi il fait ça? Et là, David Améler, il nous apprend Yesod Assoum, qui va valoir après que le Beth Amikdash, il va s'appeler en son nom. Mizmor Shir Hanoukat Abayit, les David. Il va s'appeler en son nom. Hanoukat Abayit, les David. Hachem dit le Beth Amikdash, c'est David qui l'a construit. Mais bon, cher Olam, c'est pas David qui l'a construit, c'est Shlomo Améler qui l'a construit. Non, l'essence du Beth Amikdash, c'est lui. C'est lui qui a construit le Beth Amikdash. Lui, Shlomo Améler, ça raccorde Rabotaï. Il a juste fait, comment dire, il a juste fait ressortir la construction. Genre, il a
il a fait le halakha le maasé. Mais le potentiel, le croire, Rouhani du Beth Amikdash, pour qu'il existe, c'est David Amelech. Pourquoi? Ça au Libo. Et ça au Libo. C'est-à-dire, Nissa au Libo, on apprend ici un nouveau pshat. C'est quoi? Que Nissa au Libo, c'est pas un caïnien de dire maintenant que j'ai la conviction, je vais m'affronter et je vais réussir. C'est plus fort que ça encore. Même ce que j'ai dit là encore, c'est tout petit ça. C'est plus fort que ça. C'est quoi? C'est qu'en fait, à ce moment-là, quand tu es ça au Libo, tu libères une énergie atsuma d'Akadosh Baruch Hu du ciel, qu'on appelle It'aruta dil Ela, un éveil d'en haut, mais après qu'il y a une It'aruta dil Tata, après qu'il y a un éveil d'en bas. Tu fais l'éveil d'en bas, il y a un éveil d'en haut. Cet éveil d'en haut n'existe pas sans l'éveil d'en bas. Il faut l'éveil d'en bas pour qu'il y ait l'éveil d'en haut. David Ameller, il a fait un éveil en bas. Quoi? Le ratson de construire Beth Amikdash. Ah, il n'a pas l'ordre du Navi, ça change rien. Le ratson, il est là. Et quand le ratson, il est là, ça lui a donné le srout à l'éternité. C'est Nitzri ce qu'il a fait David Ameller. À l'éternité, que le Beth Amikdash s'appelle en son nom. Ça dans ce monde, ben, c'est pas lui qui l'a construit, mais dans le monde à Netzach, Barolamot, c'est qui le Beth Amikdash? C'est David Ameller. C'est ça qu'il voulait, David. Il n'a rien à faire, lui, de ce que tu vas faire en bas. Ce que tu vas faire en bas, c'est quoi? C'est Olamazé. Mais moi, je ne me projette pas dans le Olamazé. Moi, je me projette dans l'éternité, dans le Olamaba. Si dans le Olamaba, ce que j'ai fait s'appelle le bétain en mon nom, c'est l'arti. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux faire. Regardez la force, la beauté, la puissance qu'il y a dans les massines d'un Ben Adam. Et combien un Ben Adam, mon beauté, ne se rend pas compte assez, Raboté, de la portée de ses actions, de la portée de ses actes, et du potentiel qu'il a entre ses mains. C'est pas d'avoir pas chaud. Comme je vous dis à chaque fois, Steinman, il disait toujours, un barreau qui arrive à la Shiva, ou ça fait gadolado. Ça fait gadolado. C'est-à-dire, donc, on est à déjà 50-50. Quand tu es à Paris, tu es à moins 50. Quand tu es ici, tu es à 50-50. Bon, c'est grave, hein. Tu as avancé à 100%, quoi. Si tu as avancé à 100%, tu es à 50-50. Mais en 50-50, c'est-à-dire que maintenant, il y en a qui l'habillent. C'est à toi de faire le travail. Et tu fais le travail, tu deviens gadolado. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut avoir l'audace. Il faut avoir la force, la conviction. Il faut être une Némana Rabota qui n'a pas peur de se laisser impressionner par la Metsiout, par la réalité, par les besoins. Parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Des paramètres qui viennent devant toi qui te disent, bien, en réalité, il y a des paramètres, il y a des choses que tu ne peux pas dépasser. T'as la chol Zouchama. Nous, qu'est-ce que tu fais maintenant? Attends, c'est. Alors, tu as le teubé qui va dire quoi? Ouais, t'as raison. Bon, je rentre chez moi. Je rentre à la maison. J'ai essayé. On va pas dire que j'ai pas essayé. Voilà, je suis venu. J'étais honnête. J'ai essayé. Ben, on peut pas. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Devenir un gadol, c'est le parcours du combattant. C'est un parcours trop dur pour un petit parigo comme moi, qui est habitué au McDonald's, il est habitué aux pizzas, il est habitué aux vacances d'hiver avec les skis, il est habitué aux promenades, il est habitué aux ambiances, à la détente. Et là, putain, on me dit maintenant, tu veux devenir quelque chose dans la vie? C'est le parcours du combattant. Oublie le confort, oublie le nahat, oublie le repos. Oublie le matériel, oublie tout ça. Mais tout est correct par rapport à une matara, laquelle arriver au bout. Arriver là où Hachem va me donner ses corrottes. Comme la fourmi. La fourmi, elle a mis de côté Rabota et elle a gâché ses vacances. Tout l'été, elle était en train de ramasser le blé. Elle a gâché ses vacances. La cigale lui disait, viens avec moi, on va chanter la vie heureuse. Je vais te chanter la balade des gens heureux. Et la fourmi, je la vois. La cigale en train de se moquer d'elle. Et l'ahmar, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Mais viens avec moi, on va chanter la balade. Tu rigoles quoi? Le soleil, c'est magnifique. La plage, elle est belle. Le sable, il est blanc. Et c'est magnifique. Et on va gombader dans les montagnes. Viens avec moi. Jusqu'à qu'il arrive l'hiver. L'hiver, il arrive. Et Habibi, même la guitare, elle ne protège plus maintenant. Parce que c'est la tempête, maintenant. C'est la tempête. Et vient la cigale tape à la porte. Madame la fourmi, donne-moi un peu à manger, donne-moi un peu à me chauffer, je vais mourir de froid. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, continue, c'est la balade. Parce que maintenant, elle fait la balade, la fourmi. Elle est derrière, à l'intérieur, ouais, la fourmi. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? L'hiver, il y a l'été, il y a l'hiver. L'été, c'est ta jeunesse. L'hiver, c'est ta vieillesse. Ouais. Ta jeunesse, c'est l'été. Alors, l'été, malheureusement, quand on est jeune, ouais, on pense à quoi? À s'amuser, à faire la balade des gens heureux avec la guitare. Ouais. C'est les hippies, c'est les voyants. Aller par là-bas, aller en Amérique, on est allé là-bas, et là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a le temps. On a tout le temps. Quel âge? 18 ans, 19 ans, 20 ans, pimpant. Un fruit brillant, frais, beau gosse.
Je suis brun, tu n'as pas de poil blanc, tout est magnifique. J'ai toutes mes dents. Magnifique, j'ai des sourires, fait le beau gosse, Bob Dylan. Bob Dylan, bon, je ne connais pas les nouveaux, donc Bob Dylan, voilà, je suis un artiste, beau gosse, magnifique, les filles me voient, ils deviennent folles, ils deviennent fous à tous. Il est persuadé, Rabotaï, qu'il a tout le temps, il a tout le temps. Et quand je déciderai, quand j'en aurai marre de tout ça, alors je déciderai et je viendrai à Ner Yosef, je viendrai m'inscrire à la yeshiva, chez Ben Tapa, et je vais dire, allô Ben Tapa, oui, je veux m'inscrire à la yeshiva. Ok, première question, quel âge tu as? 40 ans. Laisse tomber. Mais il est fou pour lui, moi, quand j'ai fait. Allô, ah ben, je veux dire, tu as 40 ans, Habibi, va prendre un métier, c'est mieux pour toi. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Pourquoi? Tu as perdu ton temps. Et pourquoi tu as perdu ton temps? La jeunesse, les vacances. C'est l'été. L'été, le soleil, il est écoulé. Mais il y a l'hiver qui arrive, Habibi. L'hiver, c'est quand tu seras vieux. Quand tu seras vieux, ça veut dire quand tu seras vieux. Ne crois pas vieux, ça veut dire 80 ans, comme ton grand-père. Hey! Allô? C'est pas, on parle pas de ça. Vieux, c'est à partir de 35 ans. Comme c'est dit le Libouche. 35 ans, c'est terminé. Non, c'est pour. Tu es passé déjà de l'autre côté. Donc ça veut dire que là-bas, Habibi, tu as loupé le croche. Il faut aller bosser. Il faut aller bosser tant que c'était l'été. Maintenant, ça y est, l'hiver, il commence. Ça veut pas dire que c'est Chazé Shalom. Ça veut pas dire que c'est en plein hiver. L'hiver, il commence. L'hiver, il commence, ça veut dire que c'est plus pareil. Tu n'as plus les mêmes corottes, la même énergie, les mêmes forces. Putain, tu es plus fatigué, tu es plus essoufflé, tu as du mal à avoir plus de volonté, tu as du mal, tu as besoin de nassa, du sommeil, de la couette, il dort de bonne heure, il pique vite du nez. C'est comme les grands-parents, comme ça, tu le mets devant le film, 5 minutes après, tu vois. Il est en train de ronfler. Il est vieux, je suis pas né, il n'a plus les forces de rien, il n'a plus le goût à rien en fait. On essaie de le distraire, mais il n'a plus le goût à rien, parce qu'il essaie, il est chibani, Rabotaï. De la même façon, tu n'as plus le goût à rien. Tu n'as même plus le goût à essayer de te casser la tête à comprendre un tosot. Pourquoi? Parce que c'est fini, tu n'as plus d'énergie. Par contre, si cette énergie, tu l'as mis en marche avant ta vieillesse, quand tu deviens vieux, tu deviens du vin vieux. Du vin vieux, ah bébé, vin vieux, du bon whisky comme ça qui a traîné dans les fûts, plein de poussière comme ça. Tu sors là-bas, ah baby, tu bois un verre, c'est tu es parti dans l'espace. C'est pas la piquette. Bon, mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se taper. Quand on est jeune, c'est là-bas qu'il faut mettre le paquet, Rabotaï. Il y a 3 qui vont condamner l'homme après 120 ans. Hillel, Bi'ezeb ben Harsom et Yosef Hatzadik. Hillel, il va condamner tous les pauvres. Et tous ceux qui vont venir après 120 ans, il va dire ah ouais, bon là, Bémet, c'est pas sympa. mais tu as vu tu m'as fait? Mais tu as vu ce que tu m'as fait? Mais j'ai même pas pour manger du pain. J'ai même pas où aller dormir. C'est la galère. Même pas pour manger à mes enfants. On était dans les ponts, je vivais dans un carton sous la Seine, là-bas, sur les ponts de la Seine. Dans un carton. Tu les connais, ceux-là, les sans-abri. C'est un carton. Voilà. Et j'ai fait 2 trous pour un gars qui n'est pas un voleur qui s'approche. Il va me taper le carton. Qu'est-ce que je fais là? Moi, je dis voilà, tu ne veux pas me juger quand même. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et Bololam, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit, Bololam? Il lui dit pas pourquoi tu n'as pas été converti dans la Torah. Pourquoi tu n'as pas étudié toute la Torah? Pourquoi tu n'as pas fini le chasse? Pourquoi tu n'es pas devenu le cadeau? Il dit, attends, vous trompez d'adresse, là. C'est à moi que vous parlez, là. Je le regarde dans les yeux, parce que des fois il louche, alors il regarde comme je vais. C'est à moi que tu parles, là? Oui, c'est à toi que je parle. Toi, il n'y a qu'un ici, il n'y a que toi. Donc c'est à toi qu'on parle. Mais attends, mais il y a un problème, c'est un dit. On va lui montrer plutôt une image. Là-bas, c'est mieux que l'iPhone, là-bas, c'est mieux que la technologie. C'est la NASA. Tu vois plutôt Hillel apparaît. Qu'est-ce que tu vois, Hillel? C'est quoi Hillel? Hillel ne croit pas que c'est le diplomate américain, comme ça, enfin, comment c'est Trump avec le milliard. Non, c'est un clochard. Tu vois un bonhomme, un clochard. Et tu vois comment il se tue pour la Torah, et comment, putain, on l'a trouvé en haut du toit du Beth Midrash, avec la neige qui l'ensevelit. Quand en bas, ils se croient que c'était Arvit, ils ont commencé à dire non, on va faire Arvit. Et putain, mais il lève la tête pour voir s'il fait jour, il voit la tête de Hillel. Il voit comme ça la tête de Hillel. Comme ça, enseveli sous la neige. Putain, il m'entend, il voit qu'il fait jour. Ils allaient faire Arvit, tellement qu'ils croyaient que c'était la nuit. Mon cher Olam. Quoi? Un homme, il atteint un niveau de Haniout pareil. Et puis, il est sorti de lui, Hillel, Sha'alacha Kamoto Bechol Makom.
celui qui était à Rolex sur Beth Shammai. Mais tu te rends compte un peu? Mais comment il a de la force? Comment il a fait? Celui-là, il te condamne. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait? On va expliquer ce qu'il fallait. Maintenant, Pitom, il vient un autre, lui c'est un milliardaire. Lui c'est un autre problème qu'il a. Eh d'abord là, tu as exagéré. Trop d'argent, trop d'affaires, trop de dîners, je ne sais plus où mettre la tête. Je devais gérer la terre entière. Milliardaire, j'étais l'homme le plus riche du monde. Comment je fais? Il va lui montrer l'image. Tac, Bilazam al-Hassoum. Bilazam al-Hassoum, la Gemara dit, il était tellement riche que même tu prenais tout l'eau du monde, de tous les océans pacifiques, et tu les transformes en encre. Et tu prends toute la forêt de l'Amazonie, et tu les transformes en plumes, il n'y aura pas encore assez de plumes, d'arbres, et assez d'eau pour pouvoir écrire sa richesse. Imagine un petit peu la richesse qu'il avait. C'est-à-dire, c'était immesurable, infini. Et Abdel Ben Hassoum, Yoshev Elomed Kolayom. Une fois, il y a un Annie qui demande la Zaka. Alors, ils ont dit, demande celui-là, je pense qu'il a les moyens. Il a été le voir, il n'avait rien sur lui. Alors, il a dit, viens avec moi, je crois que ça, c'est mon terrain. Alors, il rentre là-bas dedans, il va pour lui donner une pomme, le gardien, il sort là-bas avec un motte, il les esquinte tous les deux. Ils sortent tous les deux esquintés complètement. Il dit, tu vois, regarde, même chez moi, je ne peux pas rentrer. Mais là, j'ai fait ce que j'ai pu pour toi. Et quand je vais lui montrer, il dit, regarde, t'as vu un peu? Ça, vraiment, il a de la richesse. Tu crois qu'il a passé son temps à tourner dans ses banques, c'est unanime. Il est tombé à Midrash. Ça laisse tourner tout seul. Et lui, il est Yoshev Elomed. Il ne s'est pas fait prendre dans le dinon de cette richesse. C'est Shavel Amad. Il est venu Tanitra. Le dernier, Youssef Hatzadik. Quand il va venir, il dit, ah, Yenyara, j'étais trop beau gosse. Trop beau gosse. Il fallait faire le crépus. Je peux faire le crépus qui craignent comme ça. Avec des lèvres comme Jimi Hendrix, comme ça, avec de grosses lèvres. Et des yeux faits de crapaud. Ah, juste comme ça, peut-être j'aurais pu m'en sortir. Mais tu as vu un peu le beau gosse que je suis. Il arrive dans la rue, c'est les femmes s'évanouissent, elles poussent des cris, elles sifflent, tomber son. Et moi j'avance comme ça, avec le nez long comme ça, je fais tout faire chimer la tenaille. Comment tu veux que je fasse? Je suis devenu fou. Après, je monte dans un avion, toutes les hôtesses elles sont autour de moi, un café, le chocolat, ils ne me laissent pas tranquille, je deviens fou. Un peu de calme. Et tu m'as fait trop beau. Hein? Putain, on dit, on demande le film, Youssef Hatzadik. Et alors, Youssef Hatzadik, tout de suite, il s'en fait un coffre, comme un chimpanzé devant lui. Tellement qu'il était Youssef Hatzadik. Et on lui montre l'unisayon qu'il avait. Et comment il a réussi à devenir Tzadik. Maintenant, il demande Ravelo Buan, il demande Sheila Hatsouma. Il demande, bon, ok, il a fait, c'est bon tout ça. Mais quel avaminacha de prendre un bonhomme en taille en l'an 2000, 2022, et parce que ce Richbon, il est valable pour toutes les époques, hein. Et tu vas le prendre après 120 ans, et tu vas lui dire, Youssef Hatzadik, Hillel, Rabbi Hamad Hassoum, il dit, attendez, moi c'est Jojo. Ouais. Maintenant, je comprends pas, à qui vous me comparez là? Youssef Hatzadik. Son père, tu sais qui c'est son père? Son père c'est Yaakov Avinu. Tu sais qui c'est mon père? Ouais, mon père c'est Doudou. Le fumeur de joint là, la cocaïne là, c'est le truc là-bas. Les affaires douteuses là, le gaz. C'est lui, moi, c'est mon père. Ma mère, je dis pas que c'est ma mère, c'est la patronne de toutes les boîtes de chez Michemont là-bas. Qu'est-ce que tu veux moi? Qu'est-ce que tu crois qu'il peut sortir de moi? C'est pas une pomme pourrie. Et qu'est-ce que tu es en train de lui dire à celui-là? Non, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Youssef Hatzadik, il est sadique, tu dois être sadique, débrouille-toi. Vous comprenez le Richemont? C'est quoi ce Richemont? C'est ce Richemont de fou. C'est comme si tu veux le comparer à, je sais pas moi, comment il s'appelle celui qui a créé la bombe atomique? Tu veux le comparer à Einstein. Tu as la convocation des parents d'élèves, et tu vois le professeur en train d'hurler avec les parents, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi il hurle? Pourquoi il n'est pas comme Einstein? Non, maman, on veut le renvoyer à l'école, il n'est pas Einstein. Mais c'est lui qu'on va le renvoyer à l'école. C'est lui qu'on va le sortir, c'est un malade mental, il est fou, il va le traumatiser, le petit. Tu rigoles, c'est tranquille. Qu'on parle à son frère, à son grand frère, mais qu'on parle pas à Einstein, tu rigoles quand tu es fatigué, là. C'est quoi cette erreur? C'est quoi ce Ivout, là? Regarde ce qu'il répond d'avoir un sou. Mais c'est pareil pour les autres, pour Youssef, pour Yaakov. Il répond comme ça. En vérité, Youssef, Rabbi Hazan Ben Hassoum, Hillel, avaient le même problème que toi. Ils avaient le même problème que toi. Et que la haniout, la beauté, la richesse est un handicap qui était aussi fort que le tien. Pas plus fort que le tien, on va te le montrer. C'est le même handicap. Seulement, eux, ils étaient Nassa Olibo. Ils ont cru, ils ont affronté. Seulement, toi, tu n'as pas affronté. Et c'est ça ta chute. Donc ta chute, c'est pas parce que tu es en l'an 2022 ou l'an 2020. La Torah, c'est l'itzrit. La Torah, elle a la force de te donner les forces de t'affronter.
Tu n'as pas cru, tu t'es pas affronté. On va te montrer des bonhommes qui ont cru, qui se sont affrontés. Mais des bonhommes qui n'avaient pas moins de Yitzhara que toi, moins de difficultés que toi. Ça encore, c'est des époques différentes. Machaya, c'est machiye. Ce qui est après, c'est ce qu'il y aura. Simplement, ça change de couleur. Comme le théâtre. Ça change de scène, ça va rouler. J'ai l'impression que c'est un autre qui va rouler. C'est la même chose. C'est du bluff. C'est le même Yitzhara. C'est les mêmes histoires. C'est le même truc. C'est comme il a dit Yaakov Avinu. Yaakov dit, c'est pas contre le saloche et le sable. Il lui dit, je te laisse pas repartir tant que tu me dis pas ton nom. Il dit, la mazet ishalechmi. Pourquoi tu demandes mon nom? J'ai pas de nom. C'est que tu demandes mon nom, j'ai pas de nom. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas de nom? Je change en fonction des dorotes, je change en fonction des générations, mais je suis le même Yetzara. Il n'y a pas de nafkamina, c'est la même chose. Le Yetzara était le même là, était le même là, était le même là. Maintenant, qu'est-ce qu'on croit, nous? On dit non, mais notre époque, c'est trop dur, c'est trop compliqué. C'est émettre que c'est dur à Botaï, c'est émettre que c'est dur. Mais les forces, c'est les mêmes. Tu as les mêmes forces, tu peux arriver à la même chose, tu peux arriver aux mêmes capacités avec la Torah Kedosha. Sans la Torah, c'est Vadaï. Sans Torah, Yeshiridat Adoro. Sans Torah, Yeshiridat Adoro. Sans Torah, c'est émettre que le dor, il est impraticable. C'est pas dur, impraticable. Sans Torah. Avec la Torah, c'est pareil. C'est pareil. Le mont Sinaï, avec la tentation du Chet Haegel, et aujourd'hui, avec la tentation des boîtes de nuit, avec la Torah, c'est la même tentation. C'est le même Yetzara, il y a pas, c'est pas plus fort, c'est pas moins fort. Sans Torah, oui. Sans Torah, tu es mort. Sans Torah, dans nos dos, c'est pas tu es mort. C'est déjà enterré et déjà transformé comment dire, en poussière. Il n'y a pas aucune avamina sans Torah. Il y a une époque où même sans Torah, tu pouvais encore faire quelque chose. Tu pouvais t'en sortir. Mais avec la Torah, en afkamina. C'est ce qu'il dit le Harim Kadosh. Qu'est-ce qu'il dit le Kadosh? Il demande là-bas, comment ça se fait que Hachem, quand il a vu qu'ils vont arriver au 50e degré de Touma en Égypte, tout le monde dort. Il pas zone. Pourquoi? Il savait que s'ils atteignent le 50e degré, il meurt. Il ne peut plus faire de choix. Il ne peut pas les rattraper. Et après, on voit que quoi? Que l'Orlam, il arrive, pas 50e degré. On arrive à des millions de degrés de Touma. Alors, pourquoi Bola, il n'intervient pas? Pourquoi il n'amène pas la Géoula vite? Il ne voit pas qu'on a dépassé les 50e degrés? Il dit, Zélifne Matan Torah, Zachare Matan Torah. Avant Matan Torah, sans Torah, tu t'en sors pas, tu es mort. Après Matan Torah, mais je t'ai donné, Habibé, je t'ai donné un lance-missile nucléaire, ouais, qui peut faire sauter la terre, faire un pétard à mèche. Alors que j'ai en train de parler, toi. J'ai en train de rigoler. Et la main, parce que tu n'y crois pas. Parce que malheureusement, tu prends ça à la rigolade. Tu crois que c'est d'ici pour Esaftos, que la Torah c'est de la rigolade, c'est juste des livres pour chanter à la synagogue, pour faire des chants et des trucs comme ça, vous voulez. Mais c'est pas des choses sérieuses, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la lettre, c'est pas des choses qu'il faut prendre en considération. Mais tu es fatigué ou quoi? Des anakim et des gdolim, à Botaï, ont compris que tout est là-dedans. Tout est dans la Torah. Et toi, le petit rigolo, là, tu vas croire qu'il y a quelque chose d'autre à part la Torah? C'est shalom. On ne parle pas de petits rigolos, on parle de grands anakim, Abraham, Israël, Yaakov, les Tanaïm, les Amoraïm, les grands rabbins de toutes les générations. Ils ont compris, Rabotai, que tout est dans la Torah. Et toi, tu es en train de croire qu'il y a encore autre chose à part la Torah pour essayer de t'en sortir dans la vie. Impossible. Rien que la Torah, Kedosha, Rabotai. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Nessa, Olibo, il faut de l'ambition, il faut s'affronter, il ne faut pas se laisser abattre, pas se laisser baisser les bras, pas se laisser se convaincre que, Haz Shalom, tu es qu'une fourmi et que tu mangeras qu'un grain et demi. Parce que si jamais j'arrive à te convaincre de ça, c'est ce qu'il fait, les Sarah Boutaï. Et ça, qu'est-ce qu'il fait avec tous ces réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Il veut te convaincre que tu n'es que ça. C'est ce que tu es. Et lui te fait le programme. À 15 ans, tu es ça. À 16 ans, tu es ça. À 17 ans, tu es ça. À 18 ans, tu es ça. Tu fais tout le programme. Il y a un programme pour tous les âges. Pour tous les âges, il te montre bidou où tu es. À tel âge, tu es là. Si tu n'es pas là, tu as un problème. À tel âge, tu es là. Si tu n'es pas là, tu as un problème. Maintenant, comment toi, tu vas te convaincre que je ne dois pas être ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Où je dois être face à la vérité qui est que je suis un gadol. Je suis un gadol, je suis pas rigolo. Je ne peux pas me faire fauter comme ça. Ah, pas non, quoi. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, j'ai une neshama théora à l'intérieur de moi-même. Neshama théora hi. Atan nefartabi. C'est ton souffle divin que tu as insufflé à l'intérieur de moi-même. J'ai le souffle divin à l'intérieur de moi-même. Tu peux te comparer à un cafard. Tu peux te comparer à un lièvre, à une tortue. À qui tu te compares, Bichlal? Et c'est ça, la force du Yetzirah. La force du Yetzirah, c'est de te laisser croire. Tu es un bonhomme comme les autres. Ata tipèche comme au koulam. Tu es un petit rigolo comme tout le monde. Donc laisse-moi te diriger dans ta vie. Et laisse-moi te dire ce que tu as à faire. Allez, habille-toi à la mode, mon coco, mon petit jeune. Fais-toi une belle coupe de cheveux. Arrange-toi bien. Achète-toi un beau jean, un beau t-shirt. Ouais, mets-toi un masque comme ça avec de la musique. Et balade-toi dans la rue. Voilà, la vie, elle est belle. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Chez Manahem, qu'est-ce qui t'a transformé? Chiffon. Schmate! Un chiffon, il a fait de toi. Alors qu'en vérité, il y avait tout pour devenir à beauté une sommité. Parce que la vie, elle passe, Rabotaï. La vie, elle passe vite. On va t'enterrer après bientôt.
Bon, bientôt. Ça va dans une heure. Ça passe vite, frérot. Quelle est faillite? Qu'est-ce que tu crois? Tu n'auras même pas le temps de te retourner, tu vas être un chibani avec ta canne. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je me rappelle comme hier, vas-y, hier, 1 heure, je me vois sous la roupa. Beau gosse comme ça, pimpon. Mais je me regarde à la glace, je fais le chibani. À votre avis, ouais, combien de temps il est passé? Je dis, bah, plusieurs dizaines d'années. Ma piton, plusieurs dizaines de minutes. Ma mâche pchouto ke mâche mao, comme ça je vous dis, pchouto ke mâche mao. J'arrive pas à saisir le temps. Tellement qu'il court entre les mains. Il court, il nous échappe des mains. Donc si tu n'es pas Tofes le Zman, Balmenan, tu es mort. Tu es mort si tu n'es pas Tofes le Zman. Tu es condamné, ça y est, chez Bishmo à Botaï. Il faut être Razak, il faut être Gibor, il faut être Mamash, mais Saoulibo, pour ne pas de Shalom, se laisser emporter par les vagues qui t'emportent, mais d'une manière Astouma à Botaï. Astouma. Et c'est ça la force du Yetzara. La force du Yetzara à Botaï, c'est quoi? C'est pas chose, c'est te faire oublier que tu vas mourir, tu vas quitter ce monde. Et qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qu'on va faire comme espèce pour toi? Quelle espèce on va faire? Il était gentil, papy. Il aimait les entrecôtes. Ah, il faut voir, c'était un bon mangeur. Et il buvait, hein, attention, il buvait, c'est moi, il savait boire. Hein. Oh, il avait des blagues. Waouh, les blagues. Je te raconte les blagues qu'il raconte. Tu es en train de se retourner dans la tombe, le pauvre, avec ce que tu es en train de raconter sur lui. Il est en train de devenir fou dans la tombe. Parce que là-bas, dans le la même, qu'est-ce qu'on lui dit? Viens, écoute ce qu'on a. Alors lui, il tombe ce monde. Lui, il aimait qu'on parlait comme ça de lui, parce qu'il est dans le monde du Sheker. Pour lui, ça vaut quelque chose. Dans le monde à Emet, pendant qu'on lui fait le jugement, tu sais de qui on l'assoit? On l'assoit à côté de Rabbi Akiva Eger. On l'assoit à côté des Gdolim de la génération. On l'assoit à côté d'eux pendant qu'on lui fait son dîner. Et là, il voit le Emet à côté de lui, parce qu'on l'assoit pas à côté de rigolo comme lui. Parce que s'il est à côté de rigolo comme lui, oui, ça l'a dérabim, ça calme quand on sait qu'on est plusieurs dans le même problème, dans le même sac. Non, là, on te met avec des gens vrais, avec des vrais. Une fois que tu es assis avec les vrais, on te fait ton jugement. Et là, il est mal. Mais je te dis pas comme il est mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ces ch'touillottes? Il se tourne, il voit Rabbi Yosef. Il se tourne, il voit Rabbi Yashiv. Il se tourne, il voit tous les gdoléadors. Et il le regarde comme ça. Al-Hallouf. Tu as bien mangé, hein, tu as bien dormi, hein. C'est tout ce que tu as fait dans ta vie. On essaie de voir dans le film, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Il n'y a rien. Tu as brûlé toutes ces années. Mais il le regarde avec Mia, Raboté, parce que c'est des gens qui n'ont pas brûlé leur temps, ces gens-là. Il le regarde avec Mia, il dit, mais quel gâchis! Haval, si je t'avais connu dans ce monde, j'aurais fait un deal avec toi, j'aurais pris tes années, je t'aurais donné $1 million, et ces années, je m'en suis servi pour avancer encore dans la Torah. Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu as brûlé, ce que tu as fait? Mais c'est Raboté, machin, nous serons